Donc je suis le docteur Jean-François Delhomme. En fait, moi je participe. Pas suffisamment. D'accord. Et donc je participe au plan de prévention de la région qui s'appelle le plan régional santé-environnement. On parle abondamment de la question pesticides. Évidemment, grâce aux associations environnementales, donc on est à Guingamp, je vais faire la pub pour mon association, COI Rivière, hein, tout le monde le sait, je suis membre de la commission pesticides et santé-environnement. Donc vous voyez, là encore, c'est même pas par la profession, c'est un peu choquant, je préférais y être à titre de médecin, quoi, hein, comme je suis médecin des hôpitaux. Eh ben non, c'est grâce aux associations que je suis là au milieu des gens, des diverses administrations qui gèrent toutes les questions d'environnement, toutes les directions régionales, DREAL, il y a les préfets avec nous, l'ARS, ainsi de suite. Et donc c'est grâce aux associations, donc c'est très très important. Et donc moi, avant de dire un petit peu à ceux qui n'étaient pas à l'intérieur ce que j'ai dit, donc là c'est vous, là, les faucheurs, qui nous offrez et qui m'offrez une tribune pour dire des choses dont on est sûr. Moi, j'ai un devoir en tant que médecin et en tant que scientifique, puisque j'ai aussi une carrière de scientifique derrière moi, je dois être objectif, donner des faits avérés, si ce n'est pas une tautologie, parce que voilà, c'est la règle, on doit affirmer que les choses qui sont prouvées, établies. Et donc, moi, en m'appuyant donc sur ces faits avérés, sur des choses qui sont reconnues, ce que j'ai dit au tribunal en faveur des faucheurs, et en préparant leur défense, je me suis aperçu finalement que lorsqu'ils ont fait leur action en 2016, il s'est passé beaucoup de choses dans les agences nationales, là, donc l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en particulier. Donc, on repart toujours au départ, hein, c'est ce que j'ai réexpliqué, c'est pour ça que j'ai été un peu long. Pourquoi tout cela a bougé autour de cette question du Roundup et du glyphosate? C'est parce que l'Agence mondiale de santé publique, hein, qui gère notamment la question cancer, a jugé bon, a jugé qu'il y avait assez de travaux sur le glyphosate et sur ses formulations, hein, retenez bien ce mot-là, j'ai insisté là-dessus, qu'il y avait assez de travaux pour étudier le problème et se prononcer. Et donc ça a été fait en 2015 et cette agence a classé le glyphosate et ses formulations, hein, donc les bidons que vous avez tagués, hein, c'est-à-dire la forme sous laquelle on l'utilise, et non pas le seul principe actif qui est testé isolément par les industriels. Donc vous comprenez la différence des appréciations des dossiers des industriels et des scientifiques qui, eux, évaluent la toxicité dans les conditions réelles sur les formulations, avec les adjuvants qui majorent la toxicité, la pénétration, ainsi de suite. Je crois que vous êtes tous formés et informés, donc vous savez tout ça. Donc cette agence, elle a jugé que sur les preuves biologiques, donc sur les mécanismes de toxicité, et c'est pas rien, hein, c'est génotoxique et producteur de stress oxydant, donc qui donne des morts cellulaires et qui est aussi un des facteurs de cancérisation. Donc dans les modèles biologiques, hein, au laboratoire, on est sûr, le glyphosate, son métabolite, la MPA, et évidemment ses formulations sont génotoxiques et présentent un stress oxydant. Ça, c'est la partie purement laboratoire biologique. Dans les essais sur les animaux, on a assez de preuves sur 2 espèces, en gros les rats et les souris, pour établir que c'est un produit, et notamment les formulations cancérigènes. Donc ça fait 2 éléments de preuve. En général, c'est suffisant lorsqu'on a un certain nombre d'études humaines qui montrent qu'il y a également un doute ou un risque chez les humains, ce qui est le cas. Il y a 3 études mondiales. Il y a une étude américaine, une étude canadienne, une suédoise, qui sont ce qu'on appelle des études cas témoins, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont été exposés, donc là en particulier aux pesticides et notamment au glyphosate, des gens qui n'ont pas été exposés. Alors les études sont faites dans un contexte professionnel, là c'est des expositions professionnelles des agriculteurs, c'est pas la population générale, et puis on regarde, les épidémiologistes comptent les maladies, compensent les différents facteurs de risque pour que les 2 populations soient comparables, donc il y a des tas de calculs et de formules savantes. Résultat des courses, 3 de ces études montrent indiscutablement qu'il y a un surnombre statistiquement significatif, parce que les mathématiciens épidémiaux ont mis leur nez là-dedans, ils veulent avoir un niveau de preuve qui se calcule. Donc c'est significatif, c'est pas lié au hasard. En clair, ça signifie que ce surnombre de lymphomes
lié aux utilisations professionnelles de glyphosate n'est pas un biais statistique, c'est pas lié au hasard, c'est vrai. Donc il y a 3 études qui montrent. Donc quand on a cela dans les classifications cancérigènes, en particulier pour l'OMS, eh bien ça égale un classement cancérogène probable pour l'homme. Mais c'est certain pour les animaux, c'est certain au laboratoire. C'est ça que signifie ce probable. C'est qu'il faudrait plus d'études humaines pour emporter définitivement la conviction, le classement uniquement sur les études humaines. Et ça n'enlève pas le classement. Il y a plein de produits qui sont 2A comme ça et dont on vous dit que c'est très dangereux. Les UV, tout type, ils sont classés cancérogènes 2A. Et donc on vous recommande de ne pas aller au soleil, mélanome, tout le truc. Donc cancérogène 2A, ça équivaut à un retrait de l'exposition de la population générale. Donc dans la classification européenne, ça devrait entraîner un retrait. Mais les experts européens jugent autrement sur les données industrielles qui sont faites issues de l'industrie, évaluées par l'agence allemande et puis par l'EFSA, par des experts qui sont anonymes, qui ne veulent pas donner leur nom, qu'on ne connaît pas, sur des études industrielles non publiées et pour lesquelles les spécialistes de toxicologie ou les épidémios parmi nous qui pourraient étudier ça, eh bien, ils n'ont pas accès aux données brutes. Donc on ne peut pas contredire ni analyser, sauf exception. C'est les fameux Monsanto Papers. Il y a eu un jugement aussi européen qui a permis d'accéder à certaines données brutes. C'est pour ça qu'il y a 2 spécialistes de toxicologie, un Christopher Portier, un Américain, et un Allemand, Peter Klose, qui ont mis leur nez dans ces dossiers, qui se sont aperçus. Eux, ils parlent de fraude scientifique. Hein. Vous avez dû voir le reportage, enfin le film Marie-Monique, et ils expliquent ça très bien. Il y a des souris dans certaines études qui ont des tumeurs. Les industriels considèrent que ça n'est pas fait avec leur technique de laboratoire à eux, leur bonne pratique, ils les écartent. Et ils rajoutent des dossiers industriels où, comme par hasard, les souris sont nettement moins malades. Et donc la somme de tout ça fait qu'ils peuvent argumenter. Alors, objectivement, enfin les résultats sont vrais, mais ils ont biaisé les données. Donc c'est là-dessus qu'il y a vraiment discussion. Et maintenant c'est révélé, le grand public le sait. Donc si les décisions qui vont être prises, donc ça va être le 23, le comité d'experts, et le 25, in fine, c'est les politiques, hein, c'est Juncker, c'est la Commission européenne qui va prendre la décision d'AMM du principe actif. Si c'est reconduit, ça pose un grave problème scientifique, de santé publique, et je pense que toutes les associations, on ne va pas en rester là, donc ils vont réfléchir à 2 fois avant, bon, je ne vais pas dire la formule que j'ai en tête, avant de renouveler cette molécule, et voilà, parce qu'en particulier, même si l'Europe ne se prononce, c'est ce que j'ai aussi expliqué, hein, que sur les principes actifs, il y a quand même des agences qui se sont rendues compte que les formulations, notamment avec les fameuses thalloamines, comme ça multiplie par 1000 en moyenne dans les études de la toxicité, on ne peut pas évaluer le principe actif seul sans tenir. Même dans les règlements européens, c'est quand même indiqué. Et donc là, c'est plus crédible quoi, ce système. Et donc, c'est cette raison-là qui, après le classement 2015 par l'OMS, avait fait que les agences françaises, en même temps que vous bougiez, je ne pense pas que vous étiez au courant parce qu'ils n'ont pas beaucoup médiatisé. Nous, même dans les assos environnementales, c'est en repassant votre dossier qu'on s'est rendu compte de l'ampleur des conséquences qui vont arriver maintenant. Ça va être ma conclusion. Vous m'arrêtez si je suis trop long, hein, parce que j'ai tenu 1 heure tout à l'heure, il paraît. Alors, moi, j'avais l'impression d'avoir parlé, allez, 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Donc, à la lumière de tout ça, et aussi, toujours les associations, il y a la CLCV et UFC Que Choisir, qui, vu le classement par l'OMS cancérigène, ont demandé une réévaluation. On saisit, on fait une saisine à l'ANSES. Donc l'ANSES a travaillé, et au vu de ce travail, donc ils ne se mouillent pas, ils disent sur le caractère cancérogène du principe actif seul. D'abord, ça concerne l'Europe, donc on va le renvoyer. Nous, on n'est pas très sûrs, ils ne savent pas si c'est un B ou 2 dans la classification européenne, donc ils ne veulent pas trancher en clair. Par contre, ils soulèvent le fait que la question des formulations est réelle, qu'elle contrevient même peut-être à un règlement européen justement sur l'évaluation des conformulants. Ils créent un groupe d'experts, donc on est en février 2016, c'est 1 mois avant qu'eux décident d'agir. Pendant ce mois, ces experts vont agir, et la conclusion, c'est qu'après que vous ayez tagué le Roundup là, dans vos jardineries, on est en avril, l'ANSES, ça n'a pas été médiatisé, décide à contacter 132 industriels qui ont une autorisation de mise sur le marché
de formulations à base de glyphosate pour les prévenir, qui vont retirer ces formulations à cause de leur dangerosité, et notamment du caractère cancérogène avéré des formulations, et qui leur demandent, ils les préviennent, ils leur demandent leurs observations. Donc pendant un mois à peu près, donc on était en avril 2016, les industriels ont pu fournir leurs arguments, contrer éventuellement les expertises ou enfin les conclusions du groupe d'experts de l'ANSES. Conclusion, apparemment ça n'a pas été puissant leurs arguments, parce qu'au mois de juin, le 20 juin 2016, l'ANSES a fait une liste de 132 formulations avec les fameuses thalloamines dangereuses là, de glyphosate, dont le Roundup que vous avez tagué, il y en a, on a vérifié avec l'avocat dans la liste, mais c'était tous des Roundup espace vert, Roundup 360 grammes, tous ceux qui contiennent des thalloamines, et tous les génériques. Alors j'ai pas tous les noms parce que c'est là en nombre de formulations, enfin bref, il y en a un grand nombre. En tout cas, ils épinglent 132 formulations, ils les interdisent. C'est effectif au 1er juillet. Et comme dans tous ces règlements, on prend toute la liste, on dit bon, c'est génial, on est au 1er juillet 2016, ça va aller vite. Il faut aller jusqu'à la 133e ligne où il y a une petite étoile qui dit pour les utilisations professionnelles, délai de 6 mois de vente supplémentaire et 1 an d'utilisation. Ce qui fait que, je me suis renseigné parce que moi je croyais que c'était 1 an après le 1er juillet. Non, l'experte régionale qui gère le plan Ecophyto et voilà, la technicienne qui gère ça sur le plan réglementaire m'a dit non, ça reporte 6 mois plus 1 an, donc c'est la fin de l'année, là, au 31 décembre, c'est la dernière date d'utilisation de ces formulations, dont les formules agricoles, pour les formules agricoles. Donc, la prochaine saison, ils n'auront plus de glyphosate avec coformulant thalloamine, ça va beaucoup moins bien marcher. Hein. Si la toxicité est 1000 fois plus, l'effet herbicide, il doit aussi être probablement 100 fois ou 1000 fois moins. Donc là, il va falloir que nous, on surveille les pratiques, parce que je lui ai demandé qu'est-ce qui va se passer. Elle m'a dit, ils vont en mettre 2 ou 3 fois plus, mais ça va être que 2 ou 3 fois plus hein, par rapport à 1000. Donc il va y avoir un gros bug là. Et en fait, en pratique, si la législation est respectée, quoi qu'en dise le syndicat dominant de l'agriculture productiviste, ils n'en font pas la pub. Ils vont être obligés de se passer de glyphosate actif. Donc vraiment, là, il y a un gros problème technique pour les itinéraires techniques, comme les pros de l'agriculture disent, donc avec le Roundup, là, qui utilise le Roundup, au printemps prochain. Donc il faudra qu'on soit très vigilants. Puis nous, et Rivière, on est très contents parce que là, dans les dosages dans l'eau, si c'est appliqué, nous, on devrait voir chuter le glyphosate et la MPA dans l'eau. Donc on va surveiller ça aussi. Et donc pour les particuliers, il y avait 3 mois et 3 mois. Donc fin décembre, les particuliers n'ont plus le droit d'utiliser. Donc depuis fin décembre 2016, donc c'est moins de 10% des utilisations. De toute façon, la loi Labbé va l'interdire au 1er janvier 2019. Donc ça, c'est pratiquement réglé. Hein. Joël, le sénateur Joël Labbé a fait tout le boulot. Donc, par contre, pour l'usage professionnel, on en est là. Donc, voilà. C'est un peu l'expectative et on va voir ce qui va se passer. Mais il y a un réel problème. Si en plus, il y a l'interdiction au niveau de l'Europe, donc c'est plié. Donc, le seul problème technique qui va rester derrière, c'est que les épandages de glyphosate, en Bretagne, c'est 260 tonnes dans le plan Ecophyto, c'est recensé, ainsi de suite. Donc, ceux-là, ils vont disparaître s'il y a l'interdiction européenne où il y aura des délais. Monsieur Travers pense gagner 7 ans, Monsieur Hulot voudrait 2 ans, ça serait peut-être interdit avec 5 ans, donc c'est moyennement intéressant, mais c'est quand même interdit. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de renouvellement, de discussion ultérieure de renouvellement, on gagne quand même. Et quoi qu'il en soit, lorsque ces 260 tonnes sont plus épandues, eh bien, il entre encore 60 tonnes à ma connaissance, et ça, aux Rivières, on l'a publié dans la revue il y a quelques années, il rentre encore 60 tonnes tous les ans en Bretagne. Comment ? Donc les jardiniers n'épandent plus non plus, c'est interdit, donc c'est pas eux. Bien en fait, vous avez la réponse. Vous vous opposez à l'entrée des OGM en Bretagne. Donc vous savez qu'on est la région de France qui en consomme le plus. Au moins 3 millions de tonnes sont importées tous les ans en Bretagne, surtout du soja, pour nourrir les 7 millions de cochons qu'on a en Bretagne. J'ai plus le chiffre, c'est colossal, j'avais hier, je ne sais plus, de volailles, je vais dire une bêtise, en dizaines de millions. Et le million de vaches laitières pratiquement et de gros bovins. Donc voilà ce qui rentre. Et alors, quel rapport avec le glyphosate et tout? Eh bien, dans la législation actuelle, lorsqu'ils ont fait les OGM, Roundup Ready, aux USA,
Ils ont fait passer la limite maximale de résidus glyphosate à MPA autorisée de 0,4 mg par kilo. Donc ils savaient que ça allait absorber ou accumuler à 20 mg kilo. Donc ils rentrent jusqu'à 20 mg kilo, c'est légal. Il y a un scientifique européen qui est dans le film Marimonique, qui est un Norvégien qui s'appelle Thomas Bonn, qui a dosé. Lui, il est allé prendre du soja américain, du conventionnel, du bio et de l'OGM. Il n'y a pas photo. Dans le conventionnel et dans le bio, évidemment, il n'y a pas de résidus de pesticides, même dans le conventionnel. Il n'a pas dosé. Par contre, dans la série qu'il a, c'est une petite série de mémoire, il a 12 échantillons. La moyenne est de 11 mg dans ce qu'il a dosé, mais il y en a qui sont à 15 ou 17. Mélange de glyphosate à MPA, mais c'est les normes. Il faut qu'il compte les deux molécules. Donc, il y aura encore, au maximum, vu les chiffres qu'on a, et on l'a publié dans la revue il y a 2-3 ans, je crois, 60 tonnes qui vont rentrer. Donc ce sera le prochain combat, parce que c'est pas parce qu'il est comme résidu dans les OGM qu'il n'est pas cancérigène.